Illustration expérimentale de la diffraction de la lumière par des trous de différentes formes et de différentes tailles. Le phénomène de diffraction se produit lorsqu'une onde lumineuse, acoustique, associée à des électrons accélérés, rencontre un obstacle comme un trou, une fente, un fil, dont la dimension est du même ordre de grandeur ou inférieure à la longueur d'onde de l'onde. On constate alors que l'onde est déviée et ne se propage plus en ligne droite. Ce phénomène résulte d'interférences constructives et destructives d'ondes. Cette vidéo décrit une étude expérimentale de la diffraction de la lumière visible par des trous uniques et multiples ayant des formes et des tailles différentes. Le dispositif expérimental que nous avons utilisé est très simple. Il est constitué d'une source lumineuse. Dans notre cas, nous avons choisi un laser vert ou un laser rouge. Le laser émet à chaque instant un faisceau lumineux dirigé selon une seule direction, donc émettant des ondes planes, monochromatiques, donc constituées d'une seule longueur d'onde lambda, et cohérent, signifiant que toutes les ondes émises à un instant donné sont en phase. Ce faisceau produit un spot lumineux sur un écran. Si l'on place sur le faisceau lumineux, à une distance grand L de l'écran, un obstacle, comme par exemple un trou circulaire ayant un très petit diamètre petit d, alors on observe sur l'écran une figure de diffraction, encore appelée cliché de diffraction. Dans le cas particulier d'un trou circulaire, ce cliché de diffraction est appelé tache d'Airy, du nom du physicien britannique George Biddell Airy. Comme nous avons choisi une distance grand L égale à 1 mètre, le cliché de diffraction obtenu est de type Fraunhofer, car il se produit à une grande distance de l'obstacle. En toute rigueur, la diffraction de Fraunhofer se produit lorsque la source lumineuse est ponctuelle et est située à l'infini, et l'écran d'observation est également situé à l'infini. Dans ces conditions, les ondes incidentes et diffractées sont des ondes planes, et mathématiquement, le cliché de diffraction est alors la transformée de Fourier de l'objet diffractant. Un laser répond grossièrement à ces conditions, car la source a une très faible taille et les rayons incidents sont tous dirigés selon une seule direction. Avant la découverte du laser, la diffraction de Fraunhofer pouvait être réalisée à l'aide d'un banc d'optique comprenant une source lumineuse ponctuelle, deux lentilles convergentes et un objet diffractant placé entre les deux lentilles. La source ponctuelle se trouve dans le plan focal objet de la première lentille, ce qui permet d'illuminer l'objet diffractant par un faisceau incident parallèle donc constitué d'ondes planes. Un faisceau diffracté avec un angle θ est aussi constitué d'ondes planes. La deuxième lentille convergente transforme, dans son plan focal image, le faisceau diffracté en un point. Le cliché de diffraction est donc observé dans le plan focal image de la deuxième lentille. Tout se passe comme si la source et le cliché de diffraction étaient situés à l'infini, ce qui correspond à la diffraction de Fraunhofer. On parle alors de transformée de Fourier optique. Lorsque le cliché de diffraction est observé à une faible distance grand L de l'objet diffractant, il s'agit alors de la diffraction de Fresnel. Dans ce cas, l'analyse du cliché de diffraction est beaucoup plus complexe que dans le cas de la diffraction de Fraunhofer. Considérons maintenant les aspects théoriques et appliquons-les au cas de la diffraction par un trou circulaire de diamètre petit d. De nombreuses vidéos YouTube décrivent les aspects théoriques de la diffraction. Dans cette vidéo,
essentiellement consacrés aux aspects expérimentaux, nous ne donnerons, mais sans les démontrer, que les principales relations utiles. La tache d'Airy est formée d'un disque central très lumineux et de cercles concentriques de plus faible luminosité. Pour décrire aisément cette tache d'Airy, considérons l'angle θ entre le faisceau central et un faisceau dévié situé selon un diamètre AB. L'intensité diffractée en fonction de cet angle θ est donnée par la relation I de θ est égale à I max, facteur de 2J1 de bêta sur bêta au carré, avec bêta égale à pi d sinus θ sur lambda, J1 étant la fonction de Bessel de premier ordre. Dans le cas, par exemple, d'un trou circulaire de diamètre petit d égale 200 microns, illuminé par un laser vert de longueur d'onde lambda égale 532 nanomètres, la courbe de l'intensité diffractée en fonction de l'angle θ, déduite de la formule précédente, présente un maximum principal d'intensité Imax à θ égale 0 et des maximums secondaires de faible intensité. Il résulte d'interférences constructives d'ondes en phase. Si l'on considère un diamètre AB de la tache d'Airy expérimentale correspondante, on obtient un excellent accord avec la courbe théorique en ce qui concerne les positions des minimums d'intensité et du disque central. Pour les intensités, l'accord est moins direct, car pour améliorer la visibilité des taches d'Airy obtenues expérimentalement, nous avons appliqué une correction gamma. Cette correction permet de mieux faire apparaître les zones de faible intensité des taches d'Airy. Les minimums d'intensité résultent d'interférences destructives d'ondes en opposition de phase. Ils sont obtenus pour I θ est égal à 0, donc pour J1 de bêta est égal à 0. La fonction de Bessel J1 de bêta présente des valeurs nulles pour bêta 1 égale 3,83, bêta 2 égale 7,01, bêta 3 égale 10,17, bêta 4 égale 13,32, bêta 5 égale 16,47 et ainsi de suite. Pour ne pas alourdir la description, nous ne considérons désormais que les trois premières valeurs. Le premier minimum d'intensité, situé à θ1, correspond à bêta 1 égale à 3,83. Or, bêta 1 est égal à pi d sinus θ1 sur lambda, soit sinus θ1 est égal à 1,22 lambda sur petit d. L'angle θ1 étant très petit, on peut assimiler sinus θ1 à son angle si cet angle est défini en radians, et obtenir finalement θ1 à peu près égal à 1,22 lambda sur petit d. De la même façon, le deuxième minimum d'intensité est obtenu à l'angle θ2 à peu près égal à 2,23 lambda sur petit d. Et le troisième minimum d'intensité se produit pour θ3 à peu près égal à 3,23 lambda sur petit d. On constate que les trois valeurs θ1, θ2 et θ3 ne varient pas de façon proportionnelle. Considérons maintenant le diamètre grand D du disque central. Le diamètre angulaire de ce disque central correspond à 2 fois l'angle θ1, avec θ1 est égal à 1,22 lambda sur petit d, soit grand D égale 2 θ1 à peu près égal à 2,44 lambda sur petit d. Pour calculer le diamètre grand D du disque central sur l'écran situé à la distance grand L de l'obstacle, considérons le schéma suivant. L'angle θ1 étant très petit et grand L grand, le diamètre grand D du disque central sur l'écran peut être assimilé à un arc de cercle de rayon grand L. Dans ces conditions,
grand D est égal à 2θ grand L, soit finalement grand D à peu près égal à 2,44 lambda grand L sur petit d. Pour clore cette partie théorique, considérons la diffraction par deux trous circulaires de diamètre petit d séparés de la distance petit s. La tâche d'Airy ainsi obtenue présente des similitudes et des différences avec la tâche d'Airy issue d'un trou unique de même diamètre. Pour les similitudes, on constate que les deux tâches d'Airy présentent les mêmes minimums d'intensité pour les angles θ1, θ2, θ3 et le même diamètre grand D pour le disque central. Ces similitudes sont dues à l'effet de diffraction provoqué par un trou de diamètre petit d. On constate aussi une différence importante, la présence de franges avec un interfrange petit i. Il s'agit d'un effet d'interférence dû à la distance de séparation petit s des deux trous de diamètre petit d. On peut quantifier ces deux aspects de diffraction et d'interférence en considérant l'intensité en fonction de l'angle θ selon un diamètre AB de la tâche d'Airy. Dans le cas d'un trou unique, l'intensité diffractée est donnée par cette relation décrite précédemment. Elle représente l'effet de diffraction par un trou de diamètre petit d et elle permet de calculer la courbe d'intensité correspondante que l'on peut superposer aux deux tâches d'Airy. L'effet d'interférence se calcule à l'aide de cette relation et la courbe correspondante à cet aspect. Si l'on combine l'effet de diffraction et l'effet d'interférence, on obtient cette relation et la courbe d'intensité correspondante reproduit à la fois les minimums d'intensité et les franges de la tâche d'Airy. L'intensité résultante, en rouge, est modulée par l'effet de diffraction en pointillé vert. Abordons maintenant le calcul de l'interfrange petit i. Pour cela, considérons la courbe de l'intensité en fonction de l'angle θ correspondant à l'effet d'interférence. L'interfrange correspond à la distance entre deux sommets voisins, donc à deux fois l'angle θ1, θ1 étant le premier minimum d'intensité. Pour calculer θ1, considérons la formule iθ est égal à 4i max cosinus carré phi. I de θ est égal à 0 si cosinus phi est égal à 0. Donc pour phi n est égal à 2n plus 1 pi sur 2, n étant un nombre entier. Pour le premier minimum d'intensité, phi 1 est égal à pi sur 2, soit phi 1 égale pi sur 2 égale pi s sinus θ1 sur lambda. Et sinus θ1 égale lambda sur 2s, soit encore θ1 à peu près égal à lambda sur 2s. La valeur angulaire de l'interfrange est donc petit i égale 2θ1 à peu près égal à lambda sur s. Sur l'écran, grâce à un raisonnement identique à celui utilisé pour calculer le diamètre grand D du disque central, on obtient petit i égale 2θ1 grand L, puis finalement petit i à peu près égal à lambda grand L sur petit s. Passons aux résultats expérimentaux et commençons par le cas de la diffraction par un trou circulaire unique de diamètre petit d. 4 trous circulaires ont été illuminés à l'aide d'un laser vert de longueur d'onde lambda égale 532 nanomètres. Leur diamètre est de 70, 100, 200 et 500 microns. Les tâches d'Airy correspondantes montrent clairement une diminution du diamètre du disque central et de la position des minimums secondaires lorsque le diamètre petit d du trou augmente. Pour quantifier cet effet, les tâches d'Airy sont projetées sur un écran gradué en millimètres.
De cette façon, on peut mesurer directement le diamètre grand D expérimental du disque central et comparer la valeur obtenue avec la valeur théorique déduite de la relation grand D à peu près égale à 2,44 lambda grand L sur petit d. On constate un bon accord entre les valeurs expérimentales et les valeurs théoriques. On peut aussi considérer, pour chacune des 4 tâches d'airain examinées, les graphes correspondants qui donnent l'intensité diffractée en fonction de l'angle θ selon un diamètre de la tâche d'airain. Un très bon accord est observé. La superposition des 4 courbes obtenues met bien en évidence l'effet du diamètre du trou petit d sur la tâche d'airain. Examinons maintenant l'effet de la longueur d'onde sur la tâche d'airain. Ces 3 taches d'airain ont été obtenues avec un laser rouge de longueur d'onde lambda égale 650 nanomètres et des trous de diamètre 100, 200 et 500 microns. Si on les compare avec les clichés obtenus avec un laser vert de longueur d'onde 532 nanomètres, on constate que le diamètre du disque central est plus grand avec le laser rouge qu'avec le laser vert. Cet effet est en accord avec la relation grand D à peu près égale à 2,44 lambda grand L sur petit d, qui indique que le diamètre grand D du disque central varie de façon linéaire avec la longueur d'onde lambda. Sur cet exemple du trou de 200 microns de diamètre, l'effet de la longueur d'onde apparaît sur les courbes donnant l'intensité diffractée en fonction de l'angle θ pour les lasers rouges et verts. L'effet est particulièrement visible lorsque l'on superpose les deux courbes. Considérons maintenant le cas de la diffraction par deux trous circulaires de diamètre petit d séparés de la distance petit s. 3 expériences ont été réalisées avec des trous de 70 microns séparés par une distance petit s de 100, 200 et 400 microns. On obtient ces taches d'airain. Si on les compare avec la tache d'airain produite par un trou unique de 70 microns, on constate plusieurs effets. Le diamètre du disque central ainsi que la position du premier minimum d'intensité sont identiques pour les 4 clichés. Cette propriété est liée à l'effet de diffraction par des trous de même diamètre petit d. On observe 3 franges, 7 franges et 13 franges dans le disque central des 3 clichés produits par 2 trous. Cette propriété est liée à l'effet d'interférence produit par la séparation petit s des deux trous. Pour interpréter ces résultats expérimentaux, considérons la courbe donnant l'intensité en fonction de l'angle θ obtenue à partir de cette relation décrite dans la partie théorique. On constate un excellent accord en ce qui concerne le nombre de franges visibles dans les disques centraux. On peut mesurer l'interfrange petit i en utilisant un écran gradué en millimètres. On mesure ainsi des interfranges de 5, 2,6 et 1,3 mm. Ces valeurs expérimentales sont en accord avec les valeurs théoriques déduites de la relation petit i à peu près égale à lambda grand L sur petit s, décrite dans la partie théorique. Considérons maintenant le cas de la diffraction par des trous de différentes formes. Des trous de forme carrée, rectangulaire et hexagonale ont été examinés. Ils donnent des taches d'airain typiques de leur symétrie. Les deux taches d'airain obtenues avec les carrés de 70 microns et de 200 microns de côté sont particulièrement intéressants car ils illustrent bien la propriété suivante. Un trou de petite taille donne un cliché de diffraction de grande taille et inversement, un trou de grande taille
donne un petit cliché de diffraction. Dans ce cas, on parle d'espace direct pour le trou et d'espace réciproque pour le cliché de diffraction. Mathématiquement, on passe de l'espace direct à l'espace réciproque à l'aide de la transformée de Fourier et de l'espace réciproque à l'espace direct à l'aide de la transformée de Fourier inverse. Et pour terminer, quelques exemples de diffraction par deux ou trois trous de différentes formes. À titre de comparaison, la tâche d'Airy obtenue avec un trou unique de même diamètre est également présentée. Deux trous carrés, deux trous rectangulaires, deux trous hexagonaux et trois trous circulaires disposés en triangle. Une étude de la diffraction par des trous circulaires ne saurait être complète sans parler du critère de Rayleigh du nom de Lord Rayleigh, physicien anglais. En effet, ce critère prend en compte la tâche d'Airy. Dans de nombreux instruments d'optique, comme des microscopes, des télescopes, des appareils photo, lors de la formation de l'image d'un objet, les rayons lumineux issus des différents points de l'objet passent par de petites ouvertures, comme des lentilles ou des diaphragmes, si bien qu'un point de l'objet devient une tache d'Airy au niveau de l'image. Le critère de Rayleigh est un principe utilisé pour définir la limite de résolution d'une image. À cet effet, considérons deux points objets 1 et 2, par exemple deux étoiles très proches l'une de l'autre. Pour former l'image de ces deux points, considérons le schéma très simplifié suivant. Les deux rayons lumineux issus de ces deux points objets passent par une ouverture circulaire de diamètre petit d et donnent deux images qui, en raison du phénomène de diffraction, ne sont pas ponctuelles, mais sont deux taches d'Airy. Dans le cas présent, les deux taches d'Airy sont séparées l'une de l'autre, car l'angle alpha, qui caractérise la séparation des points objets 1 et 2, est suffisamment grand. En conséquence, les deux objets pourront être résolus, car ils donnent des taches d'Airy distinctes. Pour quantifier ce résultat, considérons le graphe donnant l'intensité diffractée pour les deux taches d'Airy. Les deux maximums principaux sont séparés parce que l'angle alpha est important. Si on diminue l'angle alpha, donc la séparation entre les deux points objets 1 et 2, les deux maximums principaux commencent à se chevaucher et les intensités s'additionnent dans la zone de chevauchement. On obtient finalement ce profil d'intensité qui montre que les deux maximums d'intensité restent bien séparés, donc les points objets 1 et 2 sont résolus. Continuons à diminuer l'angle alpha et considérons le cas particulier où le maximum de la première tâche d'Airy correspond au premier minimum de la seconde tâche et le maximum de la seconde tâche correspond au premier minimum de la première tâche d'Airy. Il s'agit du critère de Rayleigh. Nous avons vu précédemment que le premier minimum d'intensité se trouve à l'angle θ1, à peu près égal à 1,22 lambda sur petit d. Cela signifie que dans ce cas particulier, l'angle alpha est égal à l'angle θ1. Le critère de Rayleigh est donc donné par la relation alpha égale 1,22 lambda sur petit d. Les intensités des deux taches d'Airy s'additionnent dans la zone de chevauchement pour donner ce profil final. Un léger creux d'intensité est observé, il est cependant suffisant pour permettre la résolution des deux points objets. Il s'agit de la limite de résolution, car si l'on continue à diminuer l'angle alpha, alors on n'observe plus qu'un seul maximum d'intensité. Et les deux points objets ne peuvent plus être résolus.
L'angle minimum de résolution est donc alpha égale 1,22 lambda sur petit d. Pour augmenter la résolution, on peut diminuer la longueur d'onde lambda. Avec la lumière visible, l'effet est peu important puisque le domaine de longueur d'onde de la lumière est situé entre 400 et 800 nanomètres. On pourrait utiliser d'autres rayonnements électromagnétiques de longueur d'onde plus faible, mais la réalisation est complexe. Par contre, on peut utiliser des électrons accélérés. C'est le cas dans un microscope électronique. Soumis, par exemple, à une tension d'accélération de 100 kV, les électrons ont une longueur d'onde associée de 0,0037 nanomètres. Par rapport à un microscope optique, le gain en résolution devrait être considérable, mais il est limité par les aberrations des lentilles magnétiques des microscopes électroniques. Pour augmenter la résolution, on peut aussi augmenter l'ouverture petit d. C'est ce qui est fait dans les télescopes qui utilisent des miroirs de très grande taille. Notons qu'il existe d'autres effets qui limitent la résolution des images, comme les aberrations des lentilles. Certains de ces effets peuvent être corrigés. Ce n'est pas le cas de l'effet de diffraction, qui est un phénomène physique inévitable. Une petite remarque. Nous avons indiqué dans l'introduction que le phénomène de diffraction se produit lorsqu'une onde rencontre un obstacle, comme un trou ou une fente, dont la dimension est du même ordre de grandeur que la longueur d'onde de l'onde. Expérimentalement, nous avons observé une tache d'Airy avec un trou de diamètre d égale 500 microns et une longueur d'onde lambda de 532 nanomètres, donc pour un trou environ 1000 fois plus grand que la longueur d'onde. La notion de même ordre de grandeur doit donc être prise au sens très large du terme. En conclusion, cette étude expérimentale, réalisée avec des moyens simples, illustre la théorie de la diffraction de la lumière par des trous uniques et multiples de différentes tailles et formes. Elle montre que les principaux paramètres sont la taille du trou, la forme du trou, le nombre de trous, la séparation entre les trous et la longueur d'onde. Elle permet de bien comprendre, grâce aux critères de Rayleigh, l'effet néfaste de la diffraction sur la résolution des images produites dans de nombreux instruments d'optique. Elle s'inscrit dans une étude expérimentale générale de la diffraction de la lumière. Une première vidéo YouTube consacrée à la diffraction par des fentes a déjà été publiée. Une troisième vidéo sur la diffraction par des réseaux sera publiée prochainement.